Bonjour à tous! Je ne me suis pas rendu au musée Marmottan-Monet uniquement pour découvrir les collections permanentes. C'était également l'occasion pour moi de voir une exposition temporaire, celle-ci consacrée à un artiste que beaucoup d'entre vous doivent méconnaître. Je veux parler de Jean-Baptiste Camille Corot. Camille Corot est né en 1796 à Paris dans une famille de commerçants aisés. En 1822, alors que ses parents espèrent le voir reprendre la boutique familiale, il réussit à les convaincre de se lancer dans une carrière de peintre. Il entre la même année dans l'atelier d'un jeune artiste du même âge que lui, mais à la carrière déjà saluée par un prix de Rome, une récompense convoitée, en 1817. Achille Etna Michalon lui enseigne les particularités du style néoclassique et l'encourage à dessiner en plein air des études de terrain qu'il faut ensuite assembler ou recomposer en atelier sur les principes de son propre maître, Pierre-Henri de Valenciennes, mort en 1819, qui eut un impact considérable sur la revalorisation du paysage tout au long du XIXe siècle. Mais en cette année 1822, Achille Etna Michalon meurt subitement à l'âge de 25 ans. Corot poursuit donc son apprentissage chez un autre élève de Pierre-Henri de Valenciennes, qui eut également Michalon pour élève, Jean-Victor Bertin. Ce peintre est également reconnu pour ses paysages historiques, et tout comme Michalon, qui l'encourageait à dessiner en plein air à Marlotte, un petit village situé en lisière de la forêt de Fontainebleau, il l'encourage à peindre cette fois dans un petit village qui se prénomme Barbizon. Autant dire que le genre de prédilection de Corot était déjà tout trouvé. De 1825 à 1828, il part en Italie s'imprégner de l'influence de l'Antiquité et de la Renaissance. Durant ce premier séjour, 2 autres suivront, il peint le pont de Narni en 1826. Il parcourt la France à la recherche de motifs paysagers pour des compositions plus ambitieuses, et c'est ainsi qu'en 1830, Camille Corot réalise ce qui est considéré comme son premier grand chef-d'œuvre, la cathédrale de Chartres, qui révèle sa position en peinture à la croisée des chemins entre principes néoclassiques, atmosphère romantique et prémices d'un traitement réaliste. De plus en plus apprécié par le public et devenu indépendant suite à la mort de ses parents, il acquiert une certaine liberté et, artistiquement, il délaisse peu à peu les recompositions de paysages et les récits historiques qu'il y introduit. Il s'attache davantage à son imagination, la retranscription mentale et émotionnelle des sites qu'il visite, faisant de ses souvenirs un sujet récurrent de son œuvre, parmi lesquels celui de Mortefontaine. L'exposition, qui se tient depuis le 8 février, n'a donc pas fait le choix de présenter ce pourquoi Corot s'est illustré. Elle a en effet pris le parti audacieux de présenter un pan de sa carrière que l'artiste a lui-même voulu taire et présenter en de rares occasions, le domaine du portrait. Sa réticence peut être expliquée par de nombreuses raisons. Il pouvait tout simplement se plaire dans la représentation des paysages, ou bien être restreint par le système académique. Ou les deux. Lorsqu'un artiste voulait rentrer à l'académie, il devait présenter à un jury ce que l'on appelle un morceau de réception. Ce morceau de réception était un moyen de se faire accepter et connaître de ses pairs, et conditionnait bien souvent tout le long de la carrière de cet artiste, suivant la fameuse hiérarchie des genres que j'évoquais pour l'épisode de Marie Cassatt. Il faut vraiment que je me mette sur la réalisation d'un épisode de l'Index sur le sujet. Bref, en plus d'être audacieuse, cette exposition aborde une facette méconnue d'un artiste célèbre en son temps, un peu effacé à notre époque, très certainement dans le but de le réhabiliter. Cela s'annonce déjà plein de promesses, alors ne perdons plus un seul instant et partons à la découverte du peintre et de ses modèles. Nous sommes accueillis par Tivoli, les jardins de la Villa d'Este, un paysage très doux, clair, devant lequel se détache la figure d'un enfant assis sur un muret. Permettez-moi de dire que cette peinture mise en introduction est une excellente entrée en matière. Non seulement parce qu'elle témoigne de la virtuosité de l'artiste à réaliser un paysage, mais qu'elle l'appelle aussi, dans le cadre de l'exposition, à se recentrer sur la figure humaine. Un premier grand point, l'exposition fait parler les œuvres. En effet, il ne suffit pas d'accrocher des cadres, d'ajouter des lumières et de mettre des explications. Il faut que la muséographie, c'est-à-dire l'agencement des œuvres les unes par rapport aux autres, ait un sens. L'exposition se déploie dans un environnement assez espacé, suffisant en tout cas pour apprécier les œuvres. Il n'y a pas de salle en retrait, pas de retour à faire, pas de déambulation compliquée. Nous avançons d'œuvre en œuvre sans nous soucier d'en avoir éventuellement raté, et en profitant pleinement. Les murs sont sombres, mais une lumière qui n'est pas forte vient les révéler et les mettre en valeur. Parfait, puisque les photos sont autorisées. Les œuvres sont réparties par thème, les liseuses, les nues allongées, les moines, etc. Et comme toutes les œuvres n'ont pas été réalisées au même moment, nous sommes témoins de la progression des pensées de l'artiste, de sa conception d'un même sujet et de l'évolution de sa touche. Par exemple,
L'italienne est présentée comme caractéristique des éléments qui composent habituellement certaines œuvres de Corot, notamment les objets dans le fond, le cadrage, etc. Elle est vue sous l'angle du fort contraste de lumière qui tombe sur son front et qui offre une vision peu commune d'un visage. Les yeux plongés dans l'ombre, les pommettes en évidence, le nez fortement marqué. La façon dont il applique les couleurs pour attirer l'attention, surtout pour le manchon jaune et le nœud bleu, est manifeste de son habileté et de sa précision. Pour Sibylle, en revanche, la touche se fait plus nerveuse et spontanée, telle que le prouvent les taches rouges sur la chemise blanche et le fond neutre qui vibre sous la multitude des coups de pinceau. Les tableaux comme La femme à la perle et La jeune femme au puits nous renseignent sur les inspirations et les influences de Corot. En plus de présenter des thèmes cohérents, les cartels nous fournissent suffisamment d'explications pour que nous ne soyons jamais laissés pour compte, livrés à nous-mêmes devant un tableau. Les cartels ne se contentent pas de parler de l'identité du modèle ou du contexte de création, il y a une réelle volonté de nous faire apprécier l'aspect technique des œuvres. Nous sommes au cœur de l'expérimentation du maître. Outre les chefs-d'œuvre attendus de La femme à la perle au cœur de l'événement et de La dame en bleu qui le clôt, je vais vous présenter 3 œuvres qui m'ont marqué. La jeune femme à la jupe rose a cet air qui peut sembler benêt au premier abord. Ce qui est sûr, c'est qu'elle n'a pas l'apanage de la blonde gasconne, placée juste en face, qui nous toise de haut, conquérante et impérieuse, très séduisante avec son haut qui tombe sensuellement de son épaule. Mais contrairement à elle, il s'agit d'une de ces femmes que je n'hésite pas à qualifier de beauté naturelle. Sa frimousse, marquée par son petit nez, son menton délicatement relevé, sa bouche entr'ouverte et ses yeux qui donnent l'impression d'être fatigués, n'appartient qu'à elle. Son buste laisse voir le contour de son sein qui va se perdre en tombant dans l'ombre de son décolleté. Le vêtement ample trahit son corps maigre et fragile. Elle est douce, d'une élégance plus subtile, mais bien plus authentique que la Gasconne. Après avoir contemplé Sibylle et La femme à la perle, le repos se dresse devant nous. Cette vision sonne comme un choc. Un nu féminin, hérité des Vénus de la peinture vénitienne, se détache du décor par sa blancheur. L'artiste choisit de l'allonger sur une peau de panthère, un tambourin au bout de ses doigts, l'intégrant dans la suite du dieu Bacchus. Elle nous jette un regard charmant mais triomphant, qui n'est pas étranger au contexte de sa création. L'artiste avait en effet reçu des critiques gênantes. Ses détracteurs lui reprochaient, je cite le cartel, de ne peindre que des paysages car il aurait été incapable de peindre la figure humaine. Cette affirmation grotesque fut démentie par l'exposition de cette toile en 1861, une des rares représentations humaines que Corot montra au public. Le cartel nous renvoie également au Déjeuner sur l'herbe que Manet exposera 2 ans plus tard au Salon des Refusés, pour noter que Corot n'est cependant pas prêt à renoncer au cadre mythologique. La Bacchante au bord de la mer reste dans le même thème que le repos. Un nu féminin allongé sur une peau de panthère, donc le même sujet mythologique qui renvoie à une suivante de Bacchus. Mais si j'ai choisi de vous parler de cette toile, c'est pour son exécution, car c'est pour la première fois devant cette œuvre que j'ai pu réellement ressentir les différentes couches de couleurs qu'il a fallu superposer pour obtenir ce rendu de la chair. On observe de ci de là des taches vertes, des notes brunes, la patiente et savante empreinte du médium de Corot dans le modelé des volumes et la gradation des ombres. Cette œuvre rappelle qu'il ne suffit pas, dans le métier d'artiste, d'avoir une bonne culture classique ou bien de réfléchir à la composition de son œuvre. Le métier d'artiste comporte également une partie manuelle de travail qui a longtemps été dénigrée, mais qu'il ne faut jamais négliger. Avant de clore cette critique, sachez qu'il a été difficile pour moi de trouver un point négatif à cette exposition, si bien qu'il a fallu que je retarde l'écriture de cet épisode à de maintes reprises. Mais je ne pouvais décemment pas la pénaliser pour les petites barrières présentes devant les œuvres et qui ne gênent pas du tout, pour une petite fausse note selon moi concernant le choix d'exposer une matinée la danse des nymphes, le seul paysage présent, qui s'écarte par conséquent de l'orientation de l'exposition, ou bien encore de l'entrée payante du musée Marmot. Je suis un passionné d'art, d'histoire et d'histoire de l'art. Je m'intéresse nécessairement à l'œuvre de Corot et je n'ai pas eu besoin d'apprendre à l'aimer. Mais je suis aussi un être humain qui, pour des raisons esthétiques, qui ne se réfèrent qu'à mon goût personnel, n'accorde pas sa préférence à ce peintre en particulier. Il n'empêche que tous ces points possiblement négatifs n'ont en rien affecté l'excellente impression que j'ai ressentie tout au long de ma visite, et qui persiste encore dans ma mémoire. Je suis même certain que l'exposition temporaire m'a permis de me mettre dans de bonnes conditions pour critiquer la partie monnaie du musée. Ce sera donc l'ultime point de cette critique, que je donne en toute honnêteté et sincérité.
Ce qui fait de cette exposition la meilleure que j'ai eu le plaisir de visiter, non seulement depuis que j'ai ouvert la chaîne, mais aussi depuis que je fréquente les musées. Il vous reste un petit peu moins d'un mois pour vous y rendre. Si vous en avez l'occasion, je vous en prie, prenez le temps d'y aller. Je vous souhaite sur ce une excellente visite, portez-vous bien.